On a une bonne heure de débat et donc l'idée c'était effectivement donc comment garantir l'éthique de nos data et de nos pratiques. Alors l'éthique c'est un sujet qu'on aborde régulièrement dans la communauté de la géomatique parce que comme l'a très bien rappelé Michael, on est quand même si on peut considérer que c'est un sujet technique, c'est un sujet politique, éminemment politique, parce qu'on nourrit la décision publique, on nourrit la décision privée aussi, qui agit sur les territoires, sur les gens qui y habitent. Ça passe par des cartes, ça passe par des applications, ça passe par des études, ça passe par des observatoires, ça passe de plus en plus par ce qu'on appelle des tableaux de bord. Tant qu'on était un petit milieu, ça fonctionnait plus. On arrivait à régler nos questions assez rapidement. Aujourd'hui, par contre, on est devenu un grand milieu. Un grand milieu les technologies qui servent à produire, à diffuser ou à exploiter les géodatas, elles sont partout, même dans nos téléphones portables. Et ce grand milieu est lui-même au sein d'un milieu encore plus grand qu'on pourrait appeler sur le numérique. Donc les enjeux éthiques du numérique, forcément, si je peux dire, ruissellent, si je peux utiliser ce terme-là, jusqu'en géomatique. Et donc plusieurs problématiques qu'on va essayer d'aborder un petit peu aujourd'hui. C'est les problématiques notamment de marchandisation et de captation des données personnelles, mais pas que, aussi des données sur la ville, des données sur les territoires. Donc comment travailler sur tout ça ? Comment travailler et produire des documents qui sont compris, qui sont justes quand on s'adresse à des publics de plus en plus larges et où la distance entre le producteur et celui qui va recevoir l'information, elle est de plus en plus longue. Et puis aussi s'interroger, si on a un petit peu de temps, sur la carte, parce qu'on a vu passer des choses où finalement la carte, étant un construit, peut devenir finalement quasiment une fake news. Est-ce qu'elle risque d'être déclassée à l'heure de la remise en cause de beaucoup de choses? Alors moi j'ai envie de commencer ce tour de table donc en présentant mes invités, ce que j'ai oublié de faire. Donc à ma gauche, Gaël Musquet, hacker citoyen, fondateur d'OpenStreetMap France et de l'association Hackers Against Natural Disasters, et qui maintenant a jeté son dévolu sur le véhicule autonome, entre autres, et donc qui est effectivement donc bien soucieux de ces questions. Bertrand Montubert, que je ne représente plus, donc conseiller régional délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche, mais aussi président d'Occitanie Data et d'OpenIG. À la droite de Michael, Scheherazade Aboub, donc avocate à Parme Avocat, et donc Parme Avocat, membre fondateur d'une initiative qui s'appelle Data Publica, et dont elle pourra nous dire deux mots. Et encore à droite, Éric Mauvière, président fondateur de MC3. Alors MC3, c'est peut-être un nom qui ne dit pas grand-chose, mais c'est le papa de Géoclip. Et Géoclip qui est la base d'un grand nombre d'observatoires importants pour tout le monde. Et donc ex-chef de projet chez Business Geographic Cyril Group, et qui vient de monter une nouvelle structure qui s'appelle ISEM7, et donc statisticien de formation. Alors on va commencer ce tour de table. Et ben justement Eric, l'éthique pour toi c'est quoi et quels sont ses grands enjeux? Parce qu'on peut avoir plein de définitions. Merci Françoise et bonjour à tous. Alors c'est une question très ouverte et un petit peu vertigineuse. Donc je suis en effet statisticien. J'ai travaillé 15 ans à l'INSEE où je me suis formé. Donc l'éthique a été codée par les statisticiens assez tôt, comme chez d'autres professions comme les journalistes, les avocats, les médecins.
Et c'est évidemment une aide pour le métier que je représente, qui n'est pas si différent du métier de géographe et de géomaticien. Donc il y a quelques règles simples qui ont été codifiées à la fois en France, en Europe et à l'échelle mondiale. Évidemment, l'honnêteté intellectuelle et scientifique, donc la probité, la non-complaisance, la capacité à résister aux pressions politiques ou d'un commanditaire. Ça, évidemment, c'est fondamental et l'INSEE a construit son identité sur l'indépendance, précisément vis-à-vis du pouvoir, bien que faisant partie de l'administration. Ensuite, et c'est aussi un critère fondateur de la statistique française, c'est la confidentialité garantie de l'information collectée. C'est-à-dire que le processus d'enquête ne doit jamais nuire à l'enquêté, ne doit pas lui porter préjudice. Et ça, c'est aussi le garant de la sincérité de la réponse. Et tout simplement du principe qui est une réponse. La transparence sur les méthodes et sur les données. Donc l'open data existait bien avant qu'on en parle, au sein de la statistique publique comme privée. Donc les méthodes doivent être exposées et, d'une certaine manière, le processus de traitement de la donnée reconstitué par qui s'y intéresse, les données accessibles, dans la limite évidemment de la confidentialité. La documentation et le soin donné à expliquer les limites, les choix qu'on a faits, les préjugés éventuellement avec lesquels on arrive dans la démarche scientifique, le fait qu'on utilise certaines nomenclatures, des catégories socio-professionnelles ou même des distinctions qui paraissent évidentes mais qui ne le sont pas, comme mes voisins le savent ici, l'urbain, le rural. Donc tous ces prismes-là, qui sont des prismes idéologiques et politiques, doivent être posés aussi par le statisticien. Et enfin, j'en termine là sur l'éthique, mais qui est une valeur fondamentale pour moi. Justement poser le fait que le code déontologique du statisticien existe et qu'il ne prend sens que dans la mesure où tous les acteurs du système sont aussi pétris d'éthique et selon la position qu'on occupe, évidemment, les engagements moraux que l'on se donne ne sont pas les mêmes. Je prends juste deux exemples complémentaires aux statisticiens. Ceux qui sont en aval, les médiateurs, les journalistes, les politiques ont aussi une responsabilité éthique dans la façon dont ils rassemblent des informations pour les tisser avec un discours et avec un argumentaire. Et on le voit tous les jours. Et heureusement que des professions comme des décodeurs journalistiques sont là aussi pour amener un petit peu de prophylaxie. Mais le consommateur final, en définitive, a lui aussi un comportement éthique à adopter, je crois, dans sa capacité à non pas aller chercher ce qu'il a envie d'entendre, mais à s'abreuver à des sources multiples, variées, à être prêt à abandonner ses préjugés. Mais je crois qu'on a un bon résumé de tous les chantiers qui nous attendent. Scheherazade, justement, en tant qu'avocate, comment vous voyez si vous avez une définition particulière et surtout comment vous voyez les grands enjeux justement de l'éthique pour les données géographiques aujourd'hui et maintenant? Très belle question et bravo d'avoir choisi en tout cas cette thématique parce qu'effectivement on va être au cœur de nos enjeux autour des data. D'abord, avant d'y répondre, vous remercier pour votre invitation, remercier tous les partenaires organisateurs, ainsi que les collectivités qui se lancent dans les projets SIG et que j'accompagne, parce que c'est des projets qui se lancent depuis maintenant longtemps et qui nécessitent aujourd'hui et qui vous amènent aujourd'hui à avoir des réflexions de plus en plus poussées. Moi, je pense que sur les données géographiques, c'est là où on va arriver aux réflexions les plus poussées, parce que vous avez aussi un temps d'avance. Vous parlez un tout petit peu quand même de ma double casquette, une casquette en tant qu'avocate, mais à force d'être avocate sur les données publiques, j'ai un peu créé cette matière il y a maintenant 5 ans. Je suis devenue aussi militante, voire même certains disent activistes. Et on a créé cette alliance qui s'appelle Data Publica, qui s'est transformée. Alors on a décidé de faire deux choses, une alliance commerciale pour dire qu'on est des experts de ces nouveaux sujets. Les données publiques, c'est pas n'importe quoi, c'est pas des données privées. Et créer un observatoire, on y reviendra, un observatoire qui s'appelle Data Publica. Je vais vous donner les 4 fondateurs de cette alliance et de cet observatoire. Premier cabinet Civiteo, dirigé par Jacques Priol. Deuxième cabinet Datactivistes, des activistes qui travaillaient déjà bien avant la loi République numérique sur l'open data.
un cabinet qui s'appelle InnoPublica, un ancien d'Open Data Soft qui maîtrise du coup les plateformes d'Open Data, et Permavocat, moi pour ma compétence d'experte en données publiques, mais qui m'amène du coup à parfois aller un peu au-delà des lignes. C'est pour ça que l'éthique, normalement, ça ne me concerne pas en tant que juriste, mais ça m'intéresse de répondre et de me positionner sur ces sujets-là, parce que chez Data Publica, on a eu cette approche systémique de se dire la data, c'est pas que de l'open data, c'est pas que du big data, c'est pas que technique, c'est pas que financier, c'est pas que éthique. Finalement, c'est au cœur d'enjeux sociétaux, et Monsieur le maire le rappelait, c'est des enjeux sociétaux forts et même des enjeux politiques forts. Si je devais repositionner cette définition de l'éthique, moi, il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup au niveau juridique, c'est qu'on ne l'a pas assez creusé. Et si on creuse un petit peu, est-ce que l'éthique, ce ne serait pas les limites à ne pas dépasser, juridiquement, si je reviens sur ma matière? Et c'est, à mon avis, je vous fais un peu de teasing, là-dessus, on pourra revenir tout à l'heure, parce qu'on a tout à créer ensemble, en étant à la fois des courageux, parce que tout ça, c'est nouveau, et en même temps, en essayant de respecter quand même un petit peu les limites. Voilà. Merci. Mickaël, est-ce que tu veux reprendre la parole ou pas Ah, peut-être après. Alors, Bertrand. Là, c'est ça fait partie comme enchaînement. C'est formidable comme enchaînement parce que j'écoutais Eric en me disant, effectivement, il nous a fait une synthèse magnifique de cette histoire longue d'ailleurs, de la construction de la statistique publique et de ce code de déontologie en réalité, plus que de principes éthiques, évidemment nourri par des réflexions éthiques. Mais justement, je voulais insister sur un premier point, c'est quand même de faire un peu la distinction entre éthique et déontologie. L'éthique, cette partie de la philosophie qui s'intéresse à la manière dont on va mettre en œuvre des principes moraux. Encore faut-il savoir lesquels. On est bien en train de parler de philosophie. Les différentes professions adoptent, ou devraient adopter, si ce n'est pas le cas, mais en tout cas les statisticiens l'ont fait, des codes de déontologie pour essayer d'instancier dans leur pratique professionnelle ce qu'ils considèrent être la bonne manière de servir leur discipline, avec des éléments d'indépendance par rapport au pouvoir qui sont essentiels. Merci Eric de les avoir rappelés. Et puis il y a le droit. Encore autre chose. Et le droit, comme l'a dit Scheherazade, il a aussi ses limites, parce que le droit, à un moment donné, c'est le fait qu'une société va adopter des règles où elle va essayer de considérer que finalement, en mettant en œuvre ces règles, eh bien finalement, on va aller dans le bon sens. Je le fais de manière un peu caricaturale. Le problème, c'est qu'il y a toujours la chose suivante qu'il faut qu'on garde en tête, on ne l'a pas suffisamment en tête. Quand vous prenez une loi, c'est constitué d'abord de ce qu'on appelle un exposé des motifs, et ensuite il y a les articles de loi. C'est-à-dire que le législateur dit d'abord pourquoi il fait cette loi, comment finalement il a conçu les différents articles qui vont suivre. En général, on ne retient que les articles qui suivent de loi, qui sont en fait la déclinaison en règles particulières de l'esprit, le fameux esprit de la loi, qui a conduit le législateur à poser cette loi. Mais évidemment, la société évolue, les conditions changent, et régulièrement, des articles de loi qui ont pu être pris de manière extrêmement légitime à un moment donné peuvent finalement dériver dans la manière, si on les applique strictement sans revenir à l'esprit de la loi, par rapport à ce qu'était l'intention initiale. Et donc il faut revenir en amont. Et il y a quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la loi, mais qui est bien de l'ordre du débat politique, voire du débat philosophique. Et donc, merci Mickaël d'avoir rappelé à quel point ce dont nous parlons est effectivement profondément politique, au meilleur sens du terme. Comment dans la cité nous nous mettons d'accord sur la direction dans laquelle nous voulons agir collectivement pour le bien de notre population, dont nous sommes partie prenante. Il faut en arriver justement à cela et à l'éthique. Et ce qui est très frappant dans le cadre des données, donc j'en arrive vraiment au sujet, c'est que au fond, la question de l'éthique de la data, eh bien, elle est quasiment pas creusée. En tout cas, dans la manière dont aujourd'hui elle se pose, avec évidemment l'explosion des données, vous connaissez tout ça évidemment par cœur, qui est fondamentalement différente de ce que nous avions auparavant. Et typiquement, l'INSEE, qui pendant longtemps a eu une forme de monopole de l'observation de la société, aujourd'hui est complètement challengée par beaucoup d'autres acteurs qui, de manière évidemment complètement différente, et on pourrait dire avec une qualité qui n'a rien à voir pour un certain nombre d'aspects, mais vont dire des choses sur la population, et sans du tout le même type de contrôle. Et donc aujourd'hui, nous avons affaire avec une multitude d'organisations qui peuvent être des organisations publiques, qui peuvent être des organisations privées, qui peuvent être des organisations, je dirais, un petit peu intermédiaires. On a ici des militants, on l'est tous, je pense, en réalité, un peu militants, mais Scheherazade s'est positionné très clairement comme tel. Gaël, évidemment, l'est aussi.
Et il s'agit, je crois, de voir ensemble comment on se définit un ensemble de règles éthiques sur la donnée pour arriver à lever un certain nombre de contradictions. Et alors, je ne veux surtout pas être trop long, donc Françoise, tu sais que je suis bavard, donc tu n'hésites pas à me couper. Je ne sais pas si tu as un moyen pour couper le micro, mais, ou tu le feras plus doucement, mais je veux juste prendre un exemple peut-être d'actualité pour montrer à quel point la question est difficile. Si on se pose la question du respect de la donnée personnelle, et elle est essentielle, et on sait à quel point elle est mise à mal par le développement de tous les moyens de captation de notre vie privée que nous détenons dans ce petit truc qui fait je ne sais pas combien de centimètres carrés, ou centimètres cubes plutôt, mais en tout cas qui est tout petit. Et donc on va tous avoir logiquement une première approche qui est de se dire il faut absolument bloquer, contrôler massivement la manière dont nos données personnelles sont faites, et on va très vite arriver sur des débats très techniques sur on anonymise, oui mais c'est quoi la limite de l'anonymisation, et puis on va parler de qu'anonymisation, etc. Moi je suis mathématicien, je trouve ça passionnant, mais à un moment donné on perd parfois un peu le fil avec des questions qui sont assez fondamentales. Qu'est-ce que je veux réellement protéger? Si je veux savoir dans la situation actuelle, c'est-à-dire celle d'une crise sanitaire, quelles sont les zones sur lesquelles il y a plus de population à risque que d'autres zones? Pour que, par exemple, le maire de Montpellier, en partenariat avec l'Agence régionale de santé, en partenariat avec les médecins, avec les laboratoires, etc., par exemple, puisse mettre en œuvre des démarches de dépistage qui ne vont pas être simplement « nous ouvrons une possibilité de dépistage juste à côté du quorum, on a vu la queue hier matin qui est là », mais peut-être des choses plus ciblées, parce qu'on se rend compte que là, il y a peut-être des populations qui sont plus à risque, et il faut qu'on fasse attention parce qu'il y a un risque de propagation chez elles. Si on veut faire ça, on a besoin de croiser des données de santé, des données sociales, des données environnementales, qui appartiennent tous à des acteurs complètement différents, et dont certains d'ailleurs sont des acteurs privés. Est-il légitime de le faire ou pas si on ne croise pas les données à un niveau individuel, c'est-à-dire sans avoir perdu la trace de telle donnée appartient à tel individu? On ne peut pas le faire. Et donc on en arrive à une question qui est une question éthique qui est lourde, et c'est ainsi d'ailleurs que une chercheuse en éthique le posait. Est-il éthique de ne pas utiliser des données qui existent, qui nous permettraient de répondre à des questions aussi importantes que celle de la manière dont on peut agir sur la crise sanitaire? J'ai pas apporté une réponse. Mais la question, on doit se la poser. Et donc, elle nous amène à challenger un certain nombre de principes sur lesquels on n'a pas toujours trop réfléchi, qu'on va appliquer, mais qui, aujourd'hui, sont mis en discussion. Et c'est pour ça qu'à Occitanie Data, nous avons travaillé sur cette stratégie, mais je m'arrête là, parce qu'on y reviendra peut-être plus tard. Gaëlle, alors, en tant qu'hacker, j'imagine que tu as peut-être une vision assez différente, ou est-ce que tu te retrouves finalement dans tout ce qui vient d'être dit? Je me retrouve. Pour ceux qui ne me connaissent pas vraiment, 2 minutes de portrait. Bien sûr. Je suis un ancien du CT Méditerranée, qui est devenu le CEREMA. Donc j'ai quand même fait mes classes au ministère de l'écologie, et j'ai signé en tant que fonctionnaire code de déontologie, justement, dans l'exercice de mes missions au service de l'État, de la nation, qui est une mission régalienne. Alors, je suis en disponibilité, mais je suis quand même encore habité par ces codes de déontologie que j'ai reçus plus jeune, et qui permettent en fait d'avoir un squelette idéologique, moral, sur ce qui est l'exercice de la collecte, de l'analyse et de la diffusion des données. Moi, en tant que hacker, aujourd'hui, je porte volontairement ce titre, c'est écrit dans mes contrats maintenant, je suis hébergé sur une base militaire, la base aérienne 105, à Évreux, et mes principales missions, c'est collecter des données. Et mes premières sollicitations de la part de l'armée ont été, pour moi en tout cas, la réponse a été négative, parce que je ne voulais pas que ces données puissent être utilisées à des fins négatives par rapport à ce que moi j'avais comme morale en tant qu'objecteur de conscience. L'armée c'était pas bien, c'est des gens qui tuent. Alors, maintenant j'ai changé d'avis, mais au moment où j'étais sollicité par les forces, ça n'allait pas de soi pour moi de finir sur une base aérienne et de fournir de la donnée. Alors aujourd'hui, j'en fournis avec des moyens non conventionnels. Donc on est en tant que hacker, on avance, j'aime beaucoup la définition
Keren El-Azari, qui est une hackeuse israélienne, qui dit qu'en fait, le hacker, c'est le système immunitaire de l'Internet. Et par extension, évidemment, comme tout est connecté, le système immunitaire de la ville. Et c'est un peu ça notre rôle. La deuxième définition que j'aime beaucoup, c'est celle du Chaos Computer Club, qui est un des plus gros clubs de hackers au monde, donc, qui est en Allemagne, et qui dit que le hacker, c'est quelqu'un qui doute. On remet en question le système parce qu'on ne fait pas confiance aux machines, on ne fait pas confiance au code, et pour nous, le meilleur moyen de savoir et de comprendre comment ces systèmes fonctionnent, de les rendre plus sûrs, de les rendre moins vulnérables, c'est de les étudier, de lire le code et de détourner ce code pour pouvoir avoir d'autres résultats et faire fonctionner ces systèmes différemment. Pour moi, l'éthique, c'est ça, c'est d'être aux avant-postes de cette société numérique, dans la manière dont elle va connecter, dont elle va collecter les données, connecter des appareils, faire fonctionner des systèmes qui sont de plus en plus complexes. Et on parlait de finalité, on parlait de méthodes, de transparence des méthodes. Le logiciel libre, les données libres, les standards libres, le matériel libre, toutes ces dénominations aujourd'hui permettent de remplir pleinement ces valeurs éthiques, puisque tout le monde a accès en fait et peut lire en fait ces données, ces méthodes. C'est pour nous la meilleure manière. J'aime beaucoup aussi auprès des étudiants, quand on me demande quel est mon métier, on a un problème dans le numérique, dans l'informatique, c'est que contrairement à d'autres corps de métier, l'architecture, la danse, on a peu de squelettes en fait historiques. On est tout le temps en train de réinventer la roue, de nouveaux codes, de nouvelles matières, de nouvelles méthodes, de nouveaux logiciels. Dès qu'on a un problème, on cherche une nouvelle solution. Et on ne fait pas forcément machine arrière, comme en architecture, sur comment faisaient les anciens. Et le texte qui pour moi est fondateur de l'éthique du hacker, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme. L'article 2 consacre le fait que chaque citoyen a le droit à la vie privée, qu'on n'a pas à s'immiscer dans sa vie privée, dans sa vie de famille, dans son domicile, dans son foyer. L'article 3 consacre le fait que le citoyen a droit à la sûreté, à la sécurité. Et donc, on reprend ces textes, on parle beaucoup post-Covid du monde d'avant. Avant d'y penser, pensons déjà à ce qui s'est passé par le passé, comment certains de nos anciens ont réfléchi à ces questions, comment ils ont écrit et gravé dans le marbre un certain nombre de principes fondamentaux, inaliénables sur l'humanité, pour inspirer nos codes, pour inspirer nos appareils, pour inspirer nos systèmes. Merci. Mais justement, alors, du coup, on revient à cette contradiction, ce que tu disais, Bertrand, c'est-à-dire que il faut respecter la vie privée, donc ça fait partie de nos principes. On est quand même dans un monde où il y a quand même... Je prends l'exemple des données de géolocalisation parce qu'il est typique. C'est-à-dire que les données de géolocalisation, elles partent tout le temps, en permanence, partout, à travers toutes les applications. Vous installez l'application pour lire Le Monde, il va capter votre géolocalisation. Vous savez juste pas pourquoi, parce que c'est pas... Enfin, ça n'a aucun intérêt. Et donc, on est dans un flux continu de ciblage, de captation. Et en même temps, il faudrait, ces données-là, elles pourraient être utiles pour l'action publique. Elles pourraient être utiles pour l'action sanitaire. Donc, on ne peut pas... Comment arriver à faire en sorte de ne plus opposer deux mondes et comment s'y retrouver quand on est géomaticien et qu'on voudrait bien justement travailler sur l'évolution d'une offre de transport, et quoi de mieux que ces données géolocalisées pour essayer de comprendre comment s'organisent les mobilités dans une ville. Comment est-ce qu'on s'organise concrètement pour arriver à faire avancer? Michael. Non mais je voudrais rebondir sur l'exemple qu'a donné Bertrand sur la gestion de la crise sanitaire. Parce que c'est très très concret là, ce qui est dit. Il est de notoriété publique que la pandémie a fait son apparition en Occitanie dans un quartier donné. Quartier qu'on dénomme, ce sont des citoyens de la République, mais quartier de la communauté gitane.
Et on sait que d'ailleurs la vulnérabilité de cette population est bien plus forte que d'autres parce qu'il y a des facteurs de santé publique. Nous nous sommes posé la question avec le préfet récemment, dans le cadre là depuis le mois d'août, avec la reprise de l'épidémie, justement d'avoir des cartographies plus précises pour pouvoir aller dispenser les messages de prévention, mettre masque, main, et éventuellement, quand on avait un cas contact identifié dans un secteur, essayer d'indiquer aux personnes les plus vulnérables, plus de 60 ans, de plutôt se protéger, etc. Ça n'a pas été possible. Ça n'est pas possible. Tout un tas d'obstacles se sont fait jour, de données publiques, etc. Et là, on est au cœur des arbitrages entre l'article 2 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, auquel on est tous attachés, et que par le moindre clic, on bafoue et on donne à la Californie la possibilité de nous tracer de manière très près, et en même temps les fondements de notre droit, de ce en quoi participe consubstantiellement à notre identité de Français, c'est-à-dire la défense des libertés fondamentales, et dont monsieur, comme représentant de l'INSEE, vous avez incarné comme institution de l'État qui doit veiller à cela, et où vous qui vous définissez comme hacker, comme fonctionnaire, avec des principes de déontologie, de posture qu'on doit tenir. Et donc on est dans ces arbitrages. Et je pense qu'il faut quand même qu'on ait un peu le courage, je le dis, à la fois de constater l'hypocrisie dans laquelle on est, des injonctions contradictoires qui traversent la société, et finalement d'essayer quand même de trouver des chemins pour avancer. Parce que là, si on avait eu les cartes sur la pandémie, on aurait gagné du temps et on ne serait pas passé en rouge. Voilà. Et donc ces choix, ils doivent être livrés. Il faut un rapport un peu opérationnel à la décision. Sommes-nous face... qu'allons-nous... en nous posant la question dans les termes suivants. Comment protéger les personnes? Comment protéger les données personnelles? Comment protéger la population de manière sanitaire? OK. Mais ensuite, comment avancer? Et là, en nous disant d'emblée, c'est non, on n'a pas avancé. Et donc, ça progresse. Et donc, on se retrouve à avoir d'autres données tous les soirs, les données de l'ARS qui arrivent sur le nombre de cas contaminés, etc., etc. Et on ne peut pas adapter notre stratégie de dépistage comme on le souhaiterait, c'est-à-dire on invite les gens à venir sur la comédie plutôt qu'à positionner les drives pour les tests dans les endroits où on sait qu'il y a des vulnérabilités. Et donc, ce sont effectivement des arbitrages éthiques. Et la question, c'est à quelle échelle et peut-être à quelle autorité de contrôle, a priori ou a posteriori. Et quand on confie cela à des gens, enfin, c'est pas rien, un trio, président de métropole, préfet, directeur de l'ARS, deux fonctionnaires, hauts fonctionnaires de l'État qui ont des principes de la fonction publique, déontologique, un élu qui devra forcément rendre compte de ses décisions, et bien là, on doit peut-être créer, alors je sais peut-être qu'on se met en danger du point de vue du droit et être source de contentieux, mais on doit peut-être aussi se dire le droit au service du projet et au service d'une capacité à agir. Voilà, parce que quand sur la donnée Facebook du quartier qui nous a posé des soucis à Montpellier au mois d'août, les gens se déclaraient « je suis malade du Covid-19 », ils avaient plus l'info en Californie que nous, qui devons de manière opérationnelle agir. Et donc je voudrais poser cela. Et je voudrais rajouter un complément de réflexion. Je pense que ce qui est important, c'est la pluralité d'acteurs et la pluralité d'opérateurs. Je crois que c'est très important d'avoir des opérateurs de l'État, c'est très important d'avoir vous avez parlé du logiciel libre, qu'on ait une pluralité. Et qu'ensuite, on ait une capacité à être horizontale et à se dire qu'est-ce qui peut compléter, qu'est-ce qui peut rendre efficace. Et ça, nous devons absolument le tenir. On doit, la puissance publique, en tout cas au niveau territorial, y participer. Il faut que l'État ne se prive jamais des moyens pour l'INSEE, comme pour la fiscalité avec la DGFiP. Très important ça. Parce que cette pluralité d'acteurs, c'est la meilleure réponse aux énormes monopoles qui sont en train de se créer à travers les GAFA. C'est ce qui nous donnera une forme d'agilité. Et donc la question, c'est cette agilité, comment avec nos principes, nos valeurs, nos libertés fondamentales, nos valeurs fondamentales, nous arrivons à être agiles. Et aujourd'hui, on le voit sur plein de sujets,
on est sur des sujets d'aide à la décision. Je vais devoir vous quitter parce que d'ailleurs, je vais me retrouver là dans une réunion d'arbitrage, de choix, je vais vous la décrire, de liberté individuelle et de protection de la population. Je vais vous raconter l'anecdote. Hier, il y a eu un forcené qui était plutôt malade psychologiquement, mais qui a dit « je veux mourir au nom de Dieu ». Bon, ça arrive en ce moment. Et donc tout le quartier de la Paillade a été bouclé et la police a dû faire un tir de sommation et l'a arrêté. Mais l'arbitrage qui a été rendu par des fonctionnaires, parce qu'on ne leur avait pas donné le droit, c'était de ne pas utiliser la vidéoprotection pour communiquer le visage du forcené. Et donc la police nationale, qui a autorité pour arrêter ce type de dingue, n'a pas agi à visage masqué, n'avait pas l'info, alors que la collectivité publique l'avait. Et vous voyez, on est au cœur de l'arbitrage éthique. Protéger dans l'urgence ou au nom de la charte d'encadrement de la vidéoprotection, qui est très importante, évidemment, comment on arbitre. Et on voit bien que ce type de choix, dans les politiques publiques, c'est maintenant, matin, midi et soir. Une crise sanitaire, un enjeu de sécurité publique, un enjeu de protection des libertés individuelles qui est bafoué éhontément par les GAFA, que nous on doit protéger, mais sur lequel je ne voudrais pas finir, que vous compreniez que moi je suis pour qu'on vidéosurveille tout le monde. Non, non. C'est à quel moment on rend l'arbitrage et comment on est agile pour rendre l'arbitrage. Je vais répondre rapidement avant. Enfin, je peux y aller, mais excusez-moi. Pour avoir travaillé sur la prévention des risques majeurs, des risques tsunami, où là, on n'a pas, comme le cas du Covid-19, 2 jours, 2 semaines, 3 semaines pour comprendre ce qui se passe et combien de personnes sont contaminées. Vous avez quelques minutes, voire quelques dizaines de minutes pour prévenir des populations qu'elles vont être victimes d'une surcote maritime majeure. Ce problème, on l'a en Outre-mer, mais on l'a aussi sur les côtes méditerranéennes. On a quand même 3 volcans en Méditerranée, le Vésuve, le Stromboli, l'Etna, qui sont des menaces pour les Méditerranéens. Moi, quand je vous entends aujourd'hui, et j'ai beaucoup d'élus qui m'ont sollicité pendant la crise du Covid, de savoir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait avec le numérique pour pouvoir aider les gens. Moi, ce qui me frappe énormément, et c'est un conseil aujourd'hui que je donne à beaucoup d'élus, c'est le manque souvent de culture de ces documents historiques, pareil, les plans de prévention des risques, les plans communaux de sauvegarde, on sort d'une crise avec Lubrizol, mais vous reprenez aujourd'hui les mêmes personnes, élus, décideurs, vous remettez en route cette catastrophe. Je ne suis pas certain qu'on soit capable aujourd'hui à Rouen d'alerter tous les Rouennais, de leur dire il y a un incident majeur, une catastrophe majeure en route. Et là, ce n'est pas une question de GAFA. La France a tous les outils numériques et techniques pour pouvoir alerter ces populations. Ce manque de culture du risque, où on demande aujourd'hui à énormément d'élus de faire le job, de prévenir, de remonter les informations. Ce manque de culture du risque, c'est ça qui a tué. Pas le fait que les GAFA aient nos données, pas le fait... On aurait pu faire ça. On en parlera un peu plus tard de Stop Covid, mais aujourd'hui, la France a, Sophie Antipolis, défini des standards d'alerte. Elle a défini des méthodes de recueil et d'analyse de données qui respectent la vie privée. Les GAFA utilisent ces standards. C'est les GAFA aujourd'hui, des puissances chinoises, russes, utilisent des technologies françaises pour gérer leur population. Nous sommes aujourd'hui pratiquement les seuls en Europe à ne pas mettre en œuvre ces technologies. Aujourd'hui, nous sommes en train de débattre de la 5G sur une partie qui n'a même pas lieu d'être, alors qu'on n'a même pas aujourd'hui activé à minima des mécanismes d'alerte des populations. Donc j'entends ce que vous dites, vraiment, mais le problème, il est beaucoup plus profond. Ça, c'est un problème culturel. Ce n'est pas un problème technologique, on a ce qu'il faut. Ce n'est pas un problème de standard, ils existent. Ils existent même, je vous le dis, depuis 1997. C'est 23 ans que la France, l'ETSI, Sophie Antipolis, c'est pas si loin que ça, a défini ces standards. On ne les a pas mis en œuvre. L'Europe va nous les imposer en 2022, et je vous rappelle qu'en 2024, il y aura un effet de rebond sur Montpellier, on accueille les Jeux Olympiques. On a déjà du mal à gérer les Français. Qu'est-ce qu'on fera de ces 10 millions de personnes qui vont débarquer dans notre pays, qui seront à Marseille pour les épreuves nautiques et qu'il va falloir peut-être prévenir qu'il y a un tsunami qui se dirige sur Marseille. Ces 4 dernières années, les 3 alertes tsunami sur Marseille sont arrivées en retard.
Donc on peut encore parler du Covid, mais sur des crises simples, où il faut prévenir les gens en quelques minutes, on échoue déjà. Donc imaginez sur de la cinétique lente, où on aurait tout le temps qui peut le plus, peut le moins, et si on échoue et qu'on tombe déjà... Moi, je ne veux pas aujourd'hui parler de GAFA, parce qu'on n'a pas déjà le minimum syndical. Bien. Michael, on te laisse filer, parce que... Sur la culture du risque que vous dites, bon, il y a tsunami, mais ici, par exemple, on a la vulnérabilité canicule, épisode Sevenol, qui a tué. Et vous avez, mais alors, parfaitement raison. On fait un tweet. On fait un tweet. On n'alerte pas les populations identifiées comme les plus fragiles dans les zones noires, rouges du PPRI. Vous avez parfaitement raison. Parfaitement raison. Merci beaucoup. Merci. Merci d'être venu. Bon, bah écoute, je pense que tu vas trouver une prochaine mission, à mon avis. Tu auras l'occasion de revenir sur Montpellier, on s'en réjouit. Pour reprendre la discussion, à mon avis, je continue à insister, et c'était très intéressant les exemples aussi que donnait Michael et que tu donnes toi, c'est où est-ce qu'on merde, quoi? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'on n'y arrive pas? Est-ce qu'on n'a pas les bonnes instances? Comment s'organiser mieux? Alors, j'ai peut-être passé la parole à Sherazade, parce que j'imagine que ça fait partie de ce qui vous a motivé aussi pour avancer, pour créer Data Publica. Pour créer Data Publica et dans mon métier au quotidien, parce que c'est vrai que j'entendais, il faut que le droit soit faiseur. Oui, moi je suis d'accord. Moi j'essaye de faire en sorte de trouver des solutions dans un univers qui est flou. Pour les SIGistes et ceux qui ont commencé même avant la loi République numérique, il n'y avait rien. Donc il fallait bien essayer de creuser, de trouver des clauses. C'est ce qu'on a fait sur les projets qui sortaient avant, tous ces textes. Le RGPD, c'était un premier point d'entrée, c'était bien aussi. L'open data, ça a été un second point d'entrée pour des collectivités, mais on est encore aux prémices de tout ça. Donc ce cadre juridique finalement autour des data, et Bertrand le rappelait aussi, il reste encore complexe, et en plus de ça, viennent s'ajouter par-dessus de ce cadre juridique plein d'autres enjeux. On a beaucoup parlé de l'éthique, mais même à l'intérieur de l'éthique, on peut décomposer cela en plusieurs autres enjeux. Est-ce qu'il n'y a pas des enjeux politiques? Est-ce qu'il n'y a pas des enjeux citoyens? Donc on faisait rire en disant hackers, activistes, militants, mais c'est vrai qu'à un moment donné, on est obligés tous de se positionner déjà à titre individuel sur ces sujets-là, et après nous dans nos métiers. Moi, l'approche que j'ai eue, c'était de la même manière que celle qu'on a eue chez Data Publica, d'avoir une approche systémique en prenant en compte plein d'aspects, plusieurs aspects. La data, c'est pas que de parler d'open data. La data, c'est pas que le RGPD. C'est pas que le sujet informatique. C'est pas que le sujet de la propriété. Et en fait, en creusant au fur et à mesure des années, j'ai écrit des ouvrages. J'en suis venue au constat, et chez Data Publica, on l'a fait émerger, qu'il y avait deux principaux enjeux. Il y en a plein d'autres, hein. Mais si on devait s'arrêter sur deux principaux enjeux aujourd'hui, un enjeu de souveraineté pour les collectivités, que je mettrais pour le coup côté collectivité, et un enjeu de confiance. Je fais exprès de résumer à gros traits, parce qu'à un moment donné, il faut essayer de poser un cadre pour notre débat, et moi j'essaye de vous amener en tout cas sur ce sujet de la confiance. Mais avant d'aller sur la confiance, peut-être parler de la souveraineté, puisqu'on en a un peu parlé finalement implicitement. La souveraineté pour une collectivité, c'est quoi? C'est d'arriver justement à un moment à trouver sa place dans ce nouveau monde des data, qui est un peu compliqué. Il est un peu compliqué à plusieurs titres. Il est compliqué pour l'organisation interne de la collectivité, mais il est compliqué lorsque la collectivité va se confronter à des opérateurs privés classiques du service public, hein, tous ceux qui exécutent les services publics dans l'eau, l'assainissement, l'énergie. Vous le savez bien, c'est des acteurs quand même qui ont eux aussi des façons de voir les choses, eux aussi des façons de s'approprier parfois les données des services publics qu'ils gèrent. Donc il y a déjà tout cet enjeu, avant même d'arriver sur des préoccupations plus philosophiques, c'est déjà de maîtriser ces données, maîtriser les données de ces services publics. Ça, c'est, on va dire, le premier étage de la fusée. Une fois qu'on a déjà cet étage qui est un peu consolidé, on passe au second étage, qui est de se dire, mais finalement, il y a les acteurs que je connais bien, les Suez, les Veolia, mais il y a tous ces nouveaux acteurs que je ne connais pas. On ne les connaît pas, les Uber, on ne les connaît pas, les Waze.
donc / Google. On ne connaît pas bien non plus Airbnb, tout ça, on ne les connaît pas, et en plus, on n'a pas de contrat avec eux. Parce que ces gens-là, ils arrivent sur le territoire, ils agissent en dehors de tout contrat. C'est pareil pour les opérateurs de free floating. Au début, ils sont arrivés, ils ont demandé l'autorisation à personne. Donc on est quand même dans un nouveau monde. Il y a des acteurs qui opèrent sur l'espace public, on ne sait même pas ce qu'ils font, et bien évidemment, on n'a pas accès à leurs données, qui sont des données non seulement de l'espace public, mais aussi des citoyens, puisqu'ils ne gênent pas pour collecter les données, bien sûr. Les fameux GAFAM, c'est eux. Donc ces nouveaux acteurs, comment à un moment on les encadre? Peut-être on y viendra après, parce que moi, mon second enjeu, c'est de vous parler de cette idée de confiance. Si on n'a pas un cadre éthique autour de la confiance, et bien sûr juridique, rien ne va pouvoir se faire. Dans le cadre de l'Observatoire Data Publica, on a réalisé un sondage au moment de Stop Covid, parce que Stop Covid, ça a bien sûr fait beaucoup parler, et moi j'ai toujours ce côté, avoir le côté positif, c'est top parce que ça a lancé un débat. Jusqu'à Stop Covid, on ne parlait pas encore beaucoup, ni tant que ça, de la manière dont les administrations publiques, étatiques ou collectivités pouvaient gérer les données des citoyens. C'est la première fois qu'on parlait tous ensemble et qu'on voyait des articles de presse sur ce sujet-là. Donc c'est bien, parce qu'au moins on en a parlé. Ce qui est dommage, c'est qu'au fil des différents sondages, on s'est rendu compte que les citoyens avaient beaucoup de mal à transmettre leurs données aux administrations. Monsieur le maire disait, par contre, on n'a pas de problème à cliquer sur un bouton et à tout donner aux GAFAM. C'est ça le paradoxe. Sur notre iPhone, on donne un certain nombre de données, mais quand c'est la collectivité, on se méfie. Qu'est-ce qu'elle va en faire? Donc ça signifie qu'il y a un travail pour les collectivités qui est de rassurer les citoyens sur la manière dont leurs données vont être gérées. Et après, une fois que je suis lancée, moi, le problème, c'est que je pourrais continuer, mais je pense que dans un second temps, il faudrait effectivement qu'on parle de comment et quelles solutions on peut apporter pour mettre en place ce cadre de confiance. Comme ça, je monopolise pas trop la parole. Alors, donc, du coup, je continue sur ma question, mais c'est tout à fait intéressant parce qu'on voit bien tous vos éclairages comme ils sont complémentaires, en fait, et qui montrent toute l'ampleur derrière cette question d'éthique. C'est un panel de sous-questions qu'on a, qui sont les enjeux effectivement de souveraineté, de confiance, etc. J'en reviens à ma question, c'est qu'est-ce qu'on fait concrètement? Comment on s'organise? Alors, parce que finalement, on en revient quand même à se poser la question, la fin justifie-t-elle les moyens? C'était un peu ça la question que posait Mickaël. On est dans un monde, vous l'avez très bien dit, on est dans un monde avec une pluralité d'acteurs, avec des modèles économiques. On dénonçait le fait que le modèle économique basé sur la publicité est sans doute celui qui est le plus toxique en termes de captation de données. Voilà. Donc concrètement, voilà ces gens qui sont dans la salle. Quels sont les outils qu'ils ont en main? Comment on peut s'organiser? Est-ce qu'il faut avoir des chartes, mais il faut aussi de l'agilité? Donc comment concilier en fait ce besoin en fait et ce que dit aussi Sherazade, il faut se repositionner en permanence. C'est-à-dire qu'avoir les opérateurs de free floating dans votre collectivité quand ils débarquent, c'est effectivement peut-être une source d'information, c'est une source de problème, c'est une source de service pour les gens qui y habitent. Donc comment on s'organise pour être sûr qu'on ne fait pas n'importe quoi et qu'on garde la main et qu'on va être capable d'opérer les politiques publiques que l'on veut opérer, les actions que l'on veut faire sur le territoire. Bertrand, est-ce que vous avez trouvé la martingale? Trouver la martingale, pas encore sans doute, mais en tout cas on y travaille effectivement activement parce qu'on partage d'abord tout ce qui a été évoqué. Sherazade l'a très bien résumé tout à l'heure avec la question du cadre de confiance. Effectivement, dans une société aujourd'hui qui a compris que l'impact du numérique n'est pas que de générer de la fascination ou de l'amusement parce qu'on adore regarder des vidéos de chatons rigolos sur Facebook, ce qui est puissant comme mouvement, comme mouvement mondial, certes, ça peut avoir des utilités qui sont majeures et que d'ailleurs on utilise sans même s'en rendre compte souvent, c'est aussi porteur de risques et nous avions fait il y a un an 2 enquêtes, une enquête quantitative, un sondage, et une enquête qualitative par l'Institut Harris Interactive et qui montrait que la population était totalement partagée sur la question du développement de la captation de données. Mais dans notre sondage, nous avions aussi interrogé
les conditions dans lesquelles les citoyens pourraient trouver que ça deviendrait positif de le faire. Et je vous invite à aller regarder ce sondage qui est sur le site d'Occitanie Data. Et plusieurs points apparaissent essentiels. D'une part, et ça a été évoqué, je crois, par Mickaël Delafosse, la question d'avoir une pluralité d'acteurs, et pas simplement un seul. On voyait dans la confiance envers les différents acteurs que tout en haut de l'échelle de la confiance, et ça c'est quelque chose qu'on a dans plein d'enquêtes sur la confiance, donc ça ne faisait que le confirmer, on trouve les chercheurs et le système de santé. Vous pouvez regarder le dernier sondage Fracture Française qui vient de sortir cette semaine, qui est passionnant d'ailleurs, là encore quand on regarde. Même après l'épisode du Covid, où on sait que la communauté scientifique a été quand même dans une situation particulièrement difficile, parce que justement les acquis scientifiques ne sont pas établis face à ce nouveau virus. Même là, on a une confiance vis-à-vis des chercheurs qui reste extrêmement haute. Bon. Donc globalement, confiance maximale pour système de santé, recherche. Un peu en dessous, vous allez trouver les collectivités territoriales. Bien en dessous, vous allez trouver l'État. Il y a moins de la moitié de la population qui accorde sa confiance au niveau de l'État. Et tout en bas, vous avez les réseaux sociaux. Bon. Et pour autant, ça ne veut pas dire que les pratiques individuelles sont totalement conformes à ça, évidemment. Mais en tout cas, ce qui ressortait notamment de l'enquête qualitative, c'est que le fait de réunir des acteurs dans leur diversité était peut-être une des garanties à la fois d'efficacité et de capacité à ce que justement il y ait pas un des acteurs qui va exercer un monopole et avec des risques importants, que ce soit des risques par exemple de surveillance, c'est quand même des questions légitimes que les gens peuvent se poser, ou bien d'intérêts commerciaux et de mise en place de pratiques qui vont de fait être aliénantes pour les citoyens consommateurs. Donc, premier élément, avoir une diversité d'acteurs, et c'est pour ça que quand nous avons créé Occitanie Data, nous l'avons créé avec des entreprises, avec des acteurs publics, dont l'IGN d'ailleurs. OpenIG est évidemment partenaire important pour justement le pilier information géographique, des académiques. Deuxième chose, il faut avoir une grille de lecture. Pour qu'il y ait confiance, il faut qu'on arrive à se doter d'une grille commune d'interrogation face à des situations aussi complexes que celles qu'on a évoquées tout à l'heure. Et les exemples qu'a donné Mickaël Delafosse sont vraiment passionnants et doivent être regardés au pied de la lettre. On voit qu'effectivement, dans un certain nombre de situations, il n'a pas été possible de prendre un certain nombre de décisions parce qu'on a appliqué à la lettre des règles qui ont peut-être leur cohérence en soi, mais qui, face à une situation tout à fait particulière, n'ont pas été réinterrogées. Pour pouvoir les réinterroger, encore faut-il, encore une fois, avoir un cadre commun de discussion. Et ce cadre commun, c'est une charte éthique. Et une charte éthique, c'est pas pour dire telle chose est bonne ou elle n'est pas bonne. La charte éthique qu'Occitanie Data a sortie dans sa première version en mai pose un certain nombre de principes dans lesquels on va trouver, par exemple, le principe que les traitements de données doivent agir dans le sens des objectifs de développement durable. C'est pas complètement rien, et en même temps, ça ne nous dit pas oui ou non, parce que tout ça, ça nécessite des analyses derrière pour le voir. Autre principe, qu'ils ne doivent pas donner lieu à une discrimination. Reprenons l'exemple que donnait Mickaël Delafosse tout à l'heure, qui est extrêmement intéressant. Le quartier touchait une communauté de la ville. Évidemment, le fait de recueillir des informations doit pouvoir être positif pour cette population, pour pouvoir la protéger, pour pouvoir faire en sorte que les gens ne tombent pas malades. Et pour certains, malheureusement, n'en meurent pas donc. Mais surtout pas pour mettre en place des choses qui pourraient conduire à une stigmatisation. Donc on est sur la corde raide, de manière évidente, là-dessus. Et puis il y a d'autres principes, évidemment, de traçabilité, etc., etc. Et donc l'intérêt, je crois, d'une telle charte éthique, c'est de se donner un cadre de réflexion pour s'interroger face à un problème. Comment on va nourrir l'arbitrage ? On le sait, quand on doit prendre des décisions, on regarde une diversité de facteurs qu'on pose à la base. Et puis, on va mettre éventuellement un poids entre ces différents facteurs. On va mettre des notes. Je réfléchis comme si on était dans une commission d'appel d'offres. Mais vous connaissez ça, pour tous ceux qui touchent à des marchés publics, par exemple. Et on va se les mettre. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, sur la data, on n'a pas encore stabilisé collectivement
cette grille d'interrogation face aux sujets qui nous mettent en difficulté. Et c'est donc ce que nous essayons de faire dans le cadre d'Occitanie Data, qui est en train de se transformer en GIP, pour justement incarner un objet un peu particulier, avec sa propre autonomie par rapport, mes connexions avec des pouvoirs publics et privés, pour arriver à essayer d'incarner ce cadre de confiance et permettre du coup d'avancer beaucoup plus vite, parce qu'on aura trouvé un langage commun, des interrogations communes et probablement, progressivement, une forme de doctrine commune pour pouvoir adresser des sujets extrêmement difficiles que nous avons. Mais alors, par exemple, est-ce que dans Occitanie Data, donc parmi cette communauté qui essaye d'écrire des règles qui pourra en inspirer d'autres, donc j'imagine que vous vous inspirez de ce que d'autres ont déjà, ce sur quoi d'autres ont travaillé, mais est-ce que la communauté, par exemple, des gens comme Gaël, des hackers, est représentée? Parce que son regard, quand on parle de pluralité d'acteurs, son regard, il est essentiel, il me semble. J'ai juste pour lui laisser la parole, mais oui, je suis totalement d'accord. Et d'ailleurs, c'est même avant d'aller à ce degré-là, je suis en train de m'occuper de ton emploi du temps. Nous avons sorti, je l'ai dit, une première version de la charte éthique. Et si j'ai insisté sur première version, c'est pour dire qu'en fait, il va y avoir une deuxième version. À la suite d'ateliers de co-construction citoyenne, dont je dois dire que la flambée sanitaire nous amène à devoir prendre une décision cette semaine. En gros, est-ce qu'on maintient des ateliers présentiels ou pas? Parce que franchement, ça devient vraiment très très difficile, bien entendu. Mais en tout cas, peut-être qu'on va les décaler. Mais le principe, c'est justement pas d'être juste un groupe d'experts à sortir une charte éthique, mais c'est de la mettre en discussion avec les citoyens et bien entendu des organisations de hackers qui ont une réflexion ancienne et tout à fait riche. Moi, je serais ravi qu'on en parle, Gaël, à la suite de cette table ronde, bien entendu, à toute sa place et elle est extrêmement importante, oui. Tu voulais juste sur répondre à la question sur où est-ce qu'on a merdé. Oui. On était bien parti avec Etalab. On a quand même créé quelque chose. Pour le coup, on avait pris de l'avance même sur certains sujets. Ouais, il y avait une forme d'agilité. On a nommé c'est pas parfait, un Chief Data Officer, on avait un administrateur général des données, pour le traduire en français, une équipe de hackers aussi, d'intérêt général, d'agents du service public, parce que je crois aussi que dans nos services, dans nos collectivités, on a ces hackers. Moi, je les vois sur la base aérienne. Ils ne sont pas tous hackers, les soldats. Mais sur l'unité de 600 où je suis, il y en a 60 qui sortent du lot et qui sont de très bons formateurs, qui sont de très bons passeurs de savoir, de compétences, et un noyau dur de 6 hackers vraiment qui animent un peu tout ça. Donc, les ressources sont là, encore une fois. On n'a pas à rougir. Enfin, franchement, il faut être fier d'être français. Il n'y a aucun problème avec ça. Il faut quand même une continuité politique dans l'action publique et sur la culturation de la donnée. Je prends un exemple très simple. Début Covid, de cette crise, on a vu monter en puissance un certain nombre d'indicateurs, d'appels, donc exception d'appels dans les SAMU. On a vu flamber très rapidement l'inquiétude des personnes qui appelaient pour dire qu'elles étaient malades et tout. Qu'est-ce qui s'est passé? On a eu une équipe, alors maintenant on peut le dire, c'est sorti dans la presse la semaine dernière, une équipe d'Etalab en loose day qui a commencé à collecter des données parce que dans le milieu de la santé, en temps de paix, on n'avait pas cette culture du risque et de la donnée. Et donc, quand il a fallu créer des indicateurs, des cartes, relever des données, compiler, analyser rapidement, faire des bilans journaliers, ça a patiné. Et très vite, cette carte réalisée en loose day, sur un serveur personnel, par des équipes de personnes qui ont eu toutes les peines du monde à convaincre le milieu de la santé, qu'il fallait avoir une culture de la donnée en temps de paix, encore une fois, en temps de paix. C'est pas quand c'est la crise qu'on va se dire comment on s'organise. Eh bien, on s'est pris les pieds encore dans le tapis. Et aujourd'hui, cette carte, elle est très vite devenue sur les bilans quotidiens des différents responsables de santé, la carte de référence. Mais on a des gens brillants. Enfin, on avait créé un cadre. Ça patine aujourd'hui. On ne sait pas trop ce que devient cette structure. Et cette culture de la donnée va encore patiner. On en pâtit aujourd'hui sur la crise. Cette structure de données, cette culture de la donnée qu'on aurait dû construire en temps de paix, c'est celle qui aurait pu répondre à peut-être
à la question du maire de Montpellier, des autorités. Parce que la question de est-ce que je publie, comment, quelle communauté, quel quartier, c'est pas quand c'est la crise et que les cerveaux de tout le monde sont échauffés qu'on se pose ces questions-là. Elles se seraient posées avant. On aurait ces indicateurs pré-crise. Je parlais des tsunamis, mais là, sur une crise acinétique, c'est aussi le cas. On aurait peut-être été beaucoup plus rapide et plus réactif. Et là, je veux encore une fois pas entendre parler de GAFA. On avait les outils sur la table pour pouvoir gérer cette crise. Donc, si je retiens en fait deux grandes idées, finalement, c'est se doter de cadres éthiques, donc à travers des chartes, et le fait que ce soit des chartes qui sont élaborées dans un cadre vraiment multipartenarial, enfin avec toutes sortes de gens autour de la table et des experts avec des points de vue assez différents, et cette nécessité de développer une culture, une acculturation. Donc ça veut dire, c'est dès le plus jeune âge. Ça veut dire des enjeux qu'il faut prendre très jeune. Peut-être passer la parole à Sherazade, ou Eric voulait ajouter quelque chose. Je te sentais saisir le micro dans un grand élan. J'avais envie de réagir à ce qui se disait. Bon, j'entends bien l'opposition GAFA contre... GAFA, système statistique public, les uns ayant des données très fraîches, sans forcément trop demander l'avis aux gens, les autres étant plus rigoureux, mais avec des délais de 6-7 ans, comme l'évoquait monsieur le maire tout à l'heure. Moi, ça me paraît un peu caricatural, et je voudrais dénoncer une forme de statisticien bashing à ce sujet-là. Bon, l'INSEE, il y a longtemps que j'ai quitté cette maison, mais on a pris le data scientist pour réconcilier tout le monde. C'est mieux. Je suis statisticien, ça veut dire la même chose. L'INSEE, déjà depuis plusieurs années, travaille avec Orange, travaille avec les grands opérateurs de réseau français. Avant de parler de Facebook et d'Uber, on peut parler de Veolia, Suez, Orange, les fichiers EDF, etc. Et a développé des techniques de carroyage très fins qui permettent de concilier à la fois le désir de précision et le respect de la confidentialité. Je passe sur les algorithmes. Donc une première chose à faire est de soutenir l'INSEE dans ces démarches. Parce que les fichiers existent, la mise en cohérence est possible et elle s'expérimente. Mais ce travail est très largement ignoré, alors qu'il devrait être soutenu et encouragé. Ensuite, sur les données de santé publique, je voudrais quand même réagir par rapport à ce qu'a dit Gaël, parce que je connais bien le sujet pour avoir travaillé avec Santé publique France dans le cadre du projet GEOD, nourri par Géoclip. Donc, les données mises en ligne avec l'aide de l'équipe d'Etalab étaient déjà disponibles d'une part sur datagouv.fr via Santé publique France et via l'outil GEOD édité par Santé publique France. Donc, Etalab n'a pas pallié un manque particulier. L'outil existait déjà, mais dès lors qu'il n'est pas porté par le label et l'aura de l'open source et de l'activisme militant, il peut être déconsidéré, ce que je trouve assez injuste. Donc on a en réalité une pluralité d'acteurs, et je discutais hier, peut-être qu'ils sont pour certains dans la salle, avec des représentants des agences de santé, qui se plaignaient du manque de coordination entre acteurs au sein même du ministère. Déjà, les agences ont été laissées à elles-mêmes. L'agence du Grand Est, la première touchée, qui a pris la vague, a mis en place des outils toute seule, dans l'urgence, sans prendre le temps. Mais est-ce qu'on peut leur en vouloir de vérifier si des outils n'existaient pas déjà dans d'autres agences? Et puis il y a les rivalités entre cabinets ministériels, les uns se poussant du col au détriment des autres. Donc le temps court de l'urgence. Et on peut avoir un débat sur la légitimité d'un régime d'exception, comme Bertrand Montubert le défendait, en étant conscient que des forces puissantes dans la société s'y opposent. Et je ne vais pas vous rappeler ou nommer les politiques qui ont accusé le gouvernement nommément de prendre prétexte et même d'entretenir un climat anxiogène pour nuire aux libertés individuelles, donc de quelque part tromper, d'exagérer la gravité de la situation pour faire passer en douce des mesures liberticides. Et le temps de l'évaluation qui devrait venir après la gestion d'une crise n'est jamais pris en France. Le temps de revoir dans l'éducation nationale, dans le monde de la santé, le temps qui a été perdu et comment réduire des rigidités, peut-être des effets purement masculins de se pousser du col,
et de jouer ses propres trajectoires de carrière, ou d'accepter de donner les moyens à l'administration, et notamment à l'administration statistique. Et c'est là où on est sans arrêt face à des contradictions. On critique l'administration pour son incapacité ou son inefficacité supposée, mais on refuse finalement, nous citoyens, de lui donner les moyens, alors que, vous l'avez beaucoup rappelé, la France est forte et n'a pas à rougir à la fois de ses compétences, de la richesse de son milieu scientifique, et profitons-en. Donc s'il y a des choses immédiates à faire, je dirais, c'est prendre le temps de l'évaluation, là, maintenant, avant la fin de l'année, au sein de l'administration et au sein des acteurs publics et privés, et puis accepter de donner plus de moyens à ceux qui peuvent demain nous permettre en effet de cibler des politiques sanitaires rapides à partir de données qui existent. Et il ne s'agit pas de demander à Facebook, à Uber ou à Google. Il y a une richesse extraordinaire en France. Donc l'éthique, c'est aussi une question de moyens. Donc c'est une question de qui on met autour de la table avant de faire un traitement, avant de décider de développer quelque chose, avant de se lancer dans la constitution d'un jeu de... J'essaye de résumer un petit peu, de se lancer dans une constitution, mais pour ça, effectivement, c'est aussi des moyens pour les instances qui sont dans l'État, dans les collectivités, en charge de ces missions, et c'est aussi développer une culture de la data, parce qu'avec la culture de la data viendra la culture du risque aussi, quelque part. On va y arriver. J'aurais voulu qu'on prenne 2-3 questions dans la salle, parce que je vois qu'on a démarré un peu en retard, mais que nous sommes quasiment au bout. Alors, sauf s'il n'y a pas de questions dans la salle, mais je suis sûre qu'il doit y en avoir. Est-ce qu'il y a des questions, des gens qui veulent poser des questions? Je vous rappelle le principe, vous avez 2 micros et vous venez poser votre question au micro. Non? Ils dorment tous? Vous êtes quand même confrontés. Ah, Jean-Yves? La question de Jean-Yves. Oui, ça marche. C'est une question qui me tarabuse. Il faut que tu gardes ton masque, je suis désolée. C'est une question qui me tarabuse depuis plusieurs années quand même. Et le maire de Montpellier en parlait tout à l'heure, qu'il n'avait pas donné de mobilité depuis 2014. Les GAFA ont toutes ces données-là. Et pas que les GAFA, même les opérateurs téléphones, ils ont un paquet de données. Et y a-t-il pas une action nationale, européenne ou internationale pour que les données récupérées par tous ces nouveaux acteurs qui ont tout un tas de données de géolocalisation publient de manière anonyme? Eux ont d'autres informations sur les personnes, ça on s'en fout, mais qu'il y ait une publication obligatoire et qui, je dirais, vis-à-vis de tous ces acteurs-là, de publier leurs données de manière anonymisée. Et là, ça serait, je dirais, donnant-donnant. Vous venez piquer de l'information sur nos citoyens, sur nos territoires, eh bien, vous nous la rendez de manière anonyme. Je voulais savoir s'il n'y a pas une action qui était portée dans la loi Le Maire... Je commence, mais je pense que chacun a son point de vue. Malheureusement, nous avons de belles affirmations de principe, et j'assume ce que je vais dire dans la loi Le Maire, qui est de dire qu'il y a cette notion de données d'intérêt général. Pour avoir essayé d'amender la loi, la notion a été restreinte aux concessionnaires de services publics et à quelques autres contrats, donc ça ne nous permet pas d'attraper Google par ce biais-là. Donc ce qu'on a fait dans certains territoires qui souhaitaient vraiment aller au-delà des lignes, même si pour l'instant personne n'a encore réussi à le faire, je tiens à le préciser, c'est de créer une nouvelle notion. Donc moi j'ai dit on ne peut pas utiliser données d'intérêt général, ça existe déjà, on n'a qu'à utiliser données d'intérêt communal, données d'intérêt départemental, données d'intérêt métropolitain, bref, données d'intérêt du territoire. Donc dès lors que ça a un intérêt, puisque c'est bien ça, ça a un intérêt pour la collectivité, elle s'appuierait sur cette nouvelle définition pour récupérer les données. C'est ce qu'on a mis dans la charte de Nantes, qui a été contresignée par de nombreuses entreprises. Mais pour l'instant, je tiens à le dire, là aussi, ça peut rester une belle affirmation de principe dans les chartes si on n'arrive pas ensuite à vraiment faire signer un contrat concret où on a la transmission de ces données. Et ce qui s'est passé outre-Atlantique, c'est qu'il y a eu des alliances, et c'est ce qu'on essaie de faire maintenant en France, entre de très grandes villes. New York, c'est allié avec Los Angeles pour à un moment
contraindre Uber à transmettre un certain nombre de données ou à entrer ou pas rentrer sur le territoire. C'est eux qui ont commencé à faire ça. Et je pense que oui, tout seul dans son coin, ça va être compliqué. Il y a quand même des choses qui vont un petit peu dans le sens que tu viens d'évoquer, Jean-Yves. Stéphane Richard, le PDG d'Orange, a mis à disposition des données pendant la crise, justement. Et on a su, par exemple, un jour que 12% de la population, d'Île-de-France, je crois, c'était pas de Paris, Paris c'était même plus fort, était partie de la région juste avant la mise en place du confinement, on le sait. Voilà, et Orange a dit nous nous mettons à la disposition de l'INSERM. Si, c'est ça qui est important. La question de qui va faire le traitement à la disposition de l'INSERM pour que des données puissent être utilisées à des fins de santé publique. Et c'est important. Mais derrière, il faut arriver à l'instancier quand même. Encore une fois, il y a la question de qui sont les opérateurs qui vont faire le traitement. C'est pas la même chose que ça soit des chercheurs dans un laboratoire qui fassent le traitement de données et dont ce qui ressort de ce traitement soit de la publication scientifique, de la communication éventuellement d'aide à la décision publique, etc., ou bien que ça soit le ministère de l'Intérieur. C'est bizarre, on n'a pas parlé de SOP-Covid, c'est quand même extraordinaire. On a réussi à faire un débat de 2 heures sur l'éthique sans parler de SOP-Covid. Écoute, c'est plutôt bien. C'est bien, ça fait du bien. Mais pour moi, une des choses qui a complètement planté le projet SOP-Covid, quoi qu'on en pense, qu'on pense qu'il soit positif ou qu'il soit négatif, c'est le fait qu'il ait été annoncé par le ministre de l'Intérieur. Une fois que vous annoncez quelque chose comme ça, c'est quasiment mort. Parce que les gens vont y voir, toujours la question de la confiance, une intention, qui n'était peut-être d'ailleurs pas du tout celle. Je ne veux pas en juger, c'est pas le point. Pas de procès d'intention. Ça ne va pas. Mais, Non, mais moi je ne fais pas de procès d'intention. Mais il y en a d'autres qui ne s'en privent pas. Et on le sait. Et donc, la question de qui va faire les traitements de données, qui va apparaître avec cette neutralité suffisante pour le faire, est absolument essentielle. Éric Mauvière défendait l'INSEE à juste titre, parce que c'est une très belle institution, effectivement, avec des gens remarquables. Non, je le pense très sincèrement. Très très sincèrement. Le problème n'est pas tant d'ailleurs ce que fait l'INSEE, c'est à quel point justement on a un cadre qui nous permet de travailler, d'utiliser au mieux tout le travail qui est fait à l'INSEE. Et je pense qu'on en est très très loin aujourd'hui. Moi c'est plutôt ça mon point de vue. Mais je voudrais dire encore un mot parce que comme on s'achemine vers la conclusion, il y a quelque chose qui me semble essentiel. Quand on s'interroge sur l'éthique, et c'est SOP-Covid qui m'y fait penser, on a trop souvent tendance à découper complètement les morceaux. oui. Alors on va se poser des questions éthiques sur le numérique. Mais il faut absolument qu'on l'intègre en permanence, puisque la question profonde, c'est celle d'un arbitrage. Encore une fois, un cadre éthique, il est là, à mon sens, pour poser un cadre de pensée, un cadre d'interrogation sur des problématiques qui sont extrêmement complexes et sur lesquelles on a besoin de cet appui un petit peu formel pour pouvoir ensuite prendre une décision. Et donc, il faut toujours aussi penser l'alternative. Moi, ce qui m'a énormément frappé dans le débat sur SOP-Covid, c'est que la question, c'était est-ce que c'est bien ou mal SOP-Covid ? Pour moi, la question n'est pas tant est-ce que c'est bien ou mal SOP-Covid ? La question est, dans un processus global, qui est celui de traçage des contacts, où une des options est celle de SOP-Covid, c'est-à-dire un dispositif algorithmique tournant sur un smartphone, ou une autre option qui est celle qui a été mise en place, est la création de registres des personnes touchées, et avec des êtres humains qui vont interroger les gens qui sont malades pour leur demander qui ils ont vu, qu'est-ce qui est le mieux ? Cette question-là, on ne s'est pas interrogé parce qu'on ne s'est jamais dit, au fait, est-ce que vraiment, ce qu'on disait c'est attentatoire aux libertés, etc. Et pour certaines raisons, peut-être que ça l'est. Enfin, aller rencontrer, parce qu'on a le Covid, quelqu'un qui d'ailleurs n'est pas un professionnel de santé assermenté, à qui on va dire, avec qui on a passé plus d'un quart d'heure à moins d'un mètre dans les derniers jours, excusez-moi. C'est violent. Et d'ailleurs, beaucoup de gens ne répondent pas, évidemment, à ce genre de questions, parce que peut-être qu'ils n'ont juste pas envie de savoir avec qui ils ont couché la veille. Voilà, pardon de parler un peu crûment, mais c'est aussi la vie, quoi. J'ai eu le cas avec ma fille. Il n'y a même pas besoin de savoir. Ça va même pas jusque là. C'est d'avoir quelqu'un qui lui dit je me présente, je suis l'assurance maladie et je vous appelle pour savoir qui sont vos cas contacts. 24 ans, éduqué. Il y a un côté non mais voilà. Je vais pas vous répondre. Et donc on n'a pas fait le débat complet, à mon sens, qui était quelles sont les différentes options que nous avons et laquelle nous semble la moins mauvaise et la plus efficace. Avec plein de sujets sur l'efficacité de l'appli, je ne veux pas rentrer là-dedans, mais juste, je suis frappé qu'on n'ait pas pensé
à poser le débat politique aussi sur cette question-là, qui est une question qui est absolument énorme, et y compris là encore sur l'efficacité, que tu as évoqué ta fille, mais on lisait hier un article dans Le Monde sur les clusters dans les établissements. Là, ce matin, c'est 127 étudiants de l'INSA de Toulouse qui sont testés positifs sur les 3000 étudiants. Donc vous voyez le truc, et c'est pas fini les tests. Sauf que, où est-ce que ça s'est passé? Ça s'est pas passé dans les amphis, parce qu'ils respectent scrupuleusement les choses, les barrières quand ils sont à l'INSA, mais ça s'est passé tout simplement sur la place Saint-Pierre, qui est le lieu de regroupement des jeunes à Toulouse, et où je peux vous dire qu'ils ne savent pas avec qui ils ont passé du temps à moins d'un mètre au cours de la soirée, et donc ils ne peuvent pas le retracer. Voilà. Donc il faut qu'on s'interroge en permanence dans la globalité pour arriver à arbitrer, et je pense que c'est ça qui est essentiel si on veut parler d'éthique, c'est qu'on sorte de simplement un regard sur un aspect donné qui pourrait emporter l'ensemble de la décision, alors qu'en réalité c'est une décision qui est multifactorielle. Eh bien, allez, une dernière question, parce que Élise va me passer un savon. Oui, j'entends bien le principe de conventionner. Je voudrais revenir sur l'exemple des données Orange qui ont été transmises à l'INSERM dans le cas d'une crise. Et de ce conventionnement possible ou de ces alliances qui peuvent exister entre grandes villes très connectées, New York, Los Angeles, Nantes ou peut-être Montpellier. Mais quand il faut que ces données industrielles irriguent les décisions publiques des collectivités plus petites, comment Albi, comment Tarbes, comment Puy-Chabon peut aller voir Waze, qui pourtant a des impacts sur son territoire, ou provoque des bouchons sur sa petite ville, etc. Et là, je me demande si, quand même, les associations de type plateforme, de type CRI, peuvent pas aussi jouer leur rôle dans ces conventionnements. Bien sûr. Bien sûr. Enfin, je sais pas si tu veux. Oui, moi, je ne veux pas m'oser la parole, je suis navré vraiment, mais le président d'OpenID que je suis est conseiller régional sans qu'il y a une perche qui est largement entendue par Marie. Mais oui, effectivement, le sujet, il est d'arriver à créer des alliances, mais aussi que des acteurs qui ont une capacité de représentation d'acteurs beaucoup plus petits existent. Si OpenIG, à mon sens, est une association qui est essentielle, c'est bien parce qu'elle a un mode de fonctionnement, d'ailleurs, alors non pas unique, puisque nous sommes trois et nous avons signé une convention intercrige hier avec Bourgogne-Franche-Comté et PACA. On a un statut associatif dans lequel on a aussi bien des petites communes qui sont représentés, des PME, des acteurs académiques, etc., et qui participent à la gouvernance, qui participent à la feuille de route et qui profitent des services qui peuvent être offerts, mais qui doivent profiter aussi, bien entendu, des éléments d'action vis-à-vis de plus gros acteurs, portés par OpenIG ou portés par d'autres. Parce qu'effectivement, Marie a totalement raison, la manière dont un certain nombre de petites organisations, je dirais, ou plus petites organisations peuvent se défendre, elle n'existe quasiment pas. Et très souvent, d'ailleurs, les élus sont totalement désemparés vis-à-vis de ça, et chacun ne peut pas le faire à son niveau. C'est pour ça qu'on a besoin d'éléments de mutualisation. Sherazade, vous voulez juste rajouter un mot? Juste pour compléter, pour pouvoir vous parler un petit peu d'une notion. Je pense qu'on peut inverser aussi la question en se disant, à un moment donné, peut-être l'objectif aussi, c'est que le citoyen puisse vous transmettre directement ces données à caractère personnel dans un cadre de confiance. Et donc aujourd'hui, pour les V2, V3 des projets autour de la data, donc ceux qui sont quand même très avancés, j'y reviendrai pour les petites, celles qui sont très avancées, elles sont en train de se poser la question de mettre en place des nouvelles structures qui vont même au-delà d'une plateforme IG. C'est le cas d'Occitanie Data, puisque c'est une structure de partage de data. C'est le cas de Dijon, qui est en train de réfléchir à cette structure et qui, avant de réfléchir à cette structure, a mis en place un comité d'éthique. C'était important de le dire parce que c'était quand même la thématique de l'intervention de ce matin autour des données. Tellement les sujets sont importants, on préfère s'interroger d'abord avant de créer la structure. Et autre point positif de Stop Covid, je sais qu'il y a plein d'autres points négatifs, c'est que ça a donné lieu à l'ouverture d'une mission parlementaire. Je tiens aussi à le préciser parce que ça signifie qu'à un moment, ce sujet est identifié désormais
par le législateur. Ça signifie peut-être qu'il va y avoir du changement, je l'espère. En tout cas, j'ai plaidé pour hier lors de mon audition, et j'ai plaidé pour le fait qu'il fallait instituer à un moment des structures de mutualisation adaptées au sujet de la data. Puisqu'aujourd'hui, les structures de mutualisation qui sont offertes aux collectivités publiques ne suffisent pas forcément à traiter tous les enjeux qu'il y a autour des données. À nouveau, pour reprendre un exemple qui nous vient outre-Atlantique, mais tout ce qui se passe là-bas nous arrive ensuite au bout de 3 à 5 ans, il y aurait cette nouvelle notion de data trust. Alors, data trust en anglo-saxon, traduction en français, fiducie de données, qui nous permettrait à un moment d'envisager des structures à l'intérieur desquelles il y aurait un partage raisonné, responsable, dans un cadre de confiance des différentes données. Est-ce que ça, c'est pas une réponse aussi à un moment, pas pour se passer de ces opérateurs-là qui seront là, quoi qu'il arrive, on reste des fourmis vis-à-vis d'eux, mais pour se dire peut-être qu'à un moment, je peux créer aussi quelque chose dans ce cadre. Alors, le mot de la fin, ce sera le mot de la fin, Gaël, et il sera petit. Très court. Encore une fois, on pense d'abord aux Américains avant de valoriser le génie français. On avait quand même une structure sur la mobilité qui s'appelait le CRIR, qui dépendait des CT, du CEREMA, pour aller dans le sens de la valorisation d'agences comme l'INSEE qui faisait le job. Et le CRIR, pour ceux qui ne le connaissent pas, sur le nom commercial, c'est Bison Futé. C'était quand même la référence sur les données de trafic. Enfin, on n'avait pas Waze, on n'avait pas Google, et on savait faire de la donnée de trafic. On a fermé ces agences, on a réduit les budgets. Quand on est arrivé début des vagues d'open data, on a dit que ce serait bien de récupérer les données Bluetooth ou Wi-Fi salées, anonymisées, pour avoir les données de mobilité en temps réel des véhicules. Ça a été refusé, ça n'a pas été financé. Donc, on s'est tiré 3 balles dans le pied en 2010. Il ne faut pas venir pleurer aujourd'hui. Waze a toute la donnée et installe gratuitement des balises Bluetooth dans les tunnels pour aider les automobilistes français. Donc, encore une fois, valoriser le savoir-faire. Je terminerai juste là-dessus. J'ai à côté de moi un petit mouchard. Je me disais bien, s'il est reparti, c'est qu'il avait un truc. C'est une valve de pneus connectée. C'est obligatoire dans vos véhicules depuis 2012. Chaque valve a un identifiant unique de 32 bits. Je le donne, c'est gratuit. L'idée, on aurait pu utiliser ces données-là pour des trafics et se passer de Waze et avoir une vraie dynamique de production de données de mobilité. Cette valve-là, elle parle. Vous avez aujourd'hui des opérateurs de parking, vous avez la plan de campagne. Vous avez aujourd'hui des opérateurs de mobilité qui récupèrent ces données radio qui sont émises par vos pneus pour savoir où vous êtes garé, où vous vous êtes dirigé. Et c'est français. Donc on a la capacité, il faut financer, il faut soutenir, mais arrêter aujourd'hui de se victimiser et de croire qu'on est à la merci de ces GAFA, ce n'est pas vrai, il faut financer et soutenir, et c'est ce qu'on fait là. Alors je suis très optimiste, vous avez sur la fabrique de la mobilité, donc l'agence de l'ADEME, qui propose aujourd'hui un compte mobilité pour justement partager ces données de mobilité entre opérateurs et opérateurs de mobilité, SNCF et différents opérateurs de mobilité. L'armée de l'air, où moi je suis installé, on a reconstruit complètement un flight radar, donc équivalent FlyStack, FlightAware, qui fait données. On récupère ces données de mobilité, on récupère les données de trafic aérien. Donc on est capable de créer. Je tiens vraiment à le dire, on le fait. Mais il faut le valoriser. On n'est pas uniquement des victimes. On n'est pas tout. Et arrêter d'être tout le temps subir, parce que c'est aussi ce qui se passe. Tout en réaction face à Uber, réaction face à Airbnb. On a des génies. Et il faut savoir valoriser ces talents-là dans les services et différentes collectivités. Donc, financer, s'organiser, se réunir, discuter, éduquer. Bonne journée. Merci.